première chose que je vais faire, c'est pas vous présenter, c'est vous demander de vous présenter. Ça ira beaucoup plus vite et ça sera, à mon avis, beaucoup plus précis. Charles, je te laisse commencer. Merci Laurent, bonjour à tous. Charlotte Gounod, je suis CFO chez De Facto. De Facto, on est une fintech qui, par API, propose du financement de court terme jusqu'à 120 jours à toutes les entreprises en France, en Allemagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas, etc. Et donc, on s'intègre sur des acteurs que les entreprises utilisent déjà, donc que ce soit des fintechs, mais également des établissements de paiement, des banques, des assureurs, etc., pour proposer du crédit de manière complètement embarquée, de manière automatisée. Et notre temps de réponse est de 27 secondes à une demande d'éligibilité. C'est juste une question pour bien comprendre. C'est quel type de crédit? C'est crédit backé par les assets, par les stocks, Non, c'est du prêt en blanc. Donc on fait du financement à blanc. On demande à ce qu'une facture soit présentée pour motiver la demande de financement, mais on ne rachète pas la facture, contrairement par exemple aux factors. Et du coup, on n'est pas concurrent des factors, on est bien complémentaire des offres actuelles. Le besoin de financement des entreprises, c'est à peu près 800 milliards d'euros pour le besoin de financement de court terme. Il y a des solutions qui existent déjà, mais qui ne répondent pas totalement à ce besoin. Donc nous, on vient compléter et répondre de manière différente et novatrice, de manière instantanée, aux demandes de financement des entreprises. Merci. Adrien. Adrien Totti, je suis CEO et fondateur d'une banque en ligne pour les professionnels qui s'appelle Manager One. On s'est très vite orienté vers les belles structures. J'aime dire que les belles boîtes sont chez Manager One. Et accessoirement, on est probablement la seule fintech qui sort du dividende en France. Ouais, vous allez voir, il est toujours comme ça. Je vous engage à aller regarder son compte LinkedIn. Il n'a pas que des copains. Alors. Je vais faire vite. Merci Laurent pour cette énième invitation. Romain Mazariès, CEO de MangoPay. Donc MangoPay offre une infrastructure de paiement aux marketplaces et aux plateformes de manière générale. Donc du pay-in, d'un système d'e-wallet qui est très proche d'un core banking system, et on y reviendra par la suite, pour faciliter les échanges entre les utilisateurs, une solution de payout et une série de services qui est vraiment liée à notre système, dont très prochainement les services de Charlotte. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de MangoPay, mais quand même rapidement, parce que je disais que c'était un des premiers à être venu, ça a été créé en... MangoPay en 2013, mais on avait commencé avec Litchi.com également en 2010. Voilà, c'est pour Litchi que tu étais venu au début, puis voilà, après tu étais venu plus tard pour MangoPay. Exactement. Avec mais Céline. même le MangoPay de l'époque a bien changé, puisque c'est vrai que nous avons passé un petit peu plus de 6 ans au sein du Crédit Mutuel Arkea. Et ça fait maintenant 2 ans que nous sommes backés par Advent International, qui est un fonds de private equity spécialisé dans le paiement. Et donc c'est vrai que c'est une autre aventure qui commence. Le logo a changé, mais pas que le logo. Oui, et puis c'est quand même beaucoup de flux maintenant. En termes de flux, on parle de... Aujourd'hui, on va finir l'année sur 17 milliards de flux. Et MangoPay, pour vous donner un petit peu le sens de la croissance, c'est que donc on a commencé en 2013, faire 17 milliards de flux cette année, mais 50 milliards depuis notre création. Donc c'est vrai que voilà, il y a une croissance assez exponentielle, et on va faire, on planifie à peu près 25 milliards l'année prochaine. Parce que j'ai juste été un petit peu vite, parce que pour donner les abacs et pourquoi je leur pose des questions et qui ils sont, De Facto, créé quand, levé combien? Il y a 2 ans et demi, on a levé 25 millions d'euros en capital en série A. Et on a déjà prêté 330 millions d'euros à 10 000 entreprises en 2 ans. Notre premier prêt était il y a pile poil 2 ans aujourd'hui. Merci. Bon, toi, je crois que tu lèves pas tout aussi, tu lèves. On a créé en 2016. On a levé à la création parce qu'on savait que créer une banque en ligne, ça allait prendre du temps avant de faire du dividende. On a relevé 3 millions au moment où on a une offre de rachat de 50 millions. Parce que j'aurais dit, soit on relève pour atterrir sur l'équilibre, soit on vend. Et donc en tout 5 millions, et depuis 2019, aucune levée de fonds, et surtout l'atteinte de l'équilibre en 2020. Et combien d'encours? On a 250 millions d'encours, et on a fait cette année 2 milliards de flux. C'est beau. Bah, surtout avec les taux en ce moment. À toi. Donc, bonjour à tous, François Le Prince. Je crois que je dirige peut-être une des plus anciennes institutions de la salle. Parce que, en l'occurrence, je dirige le CFCL, que vous ne connaissez certainement pas, ou peut-être certains d'entre vous, qui est fait historiquement du regroupement de crédit hypothécaire. C'est métier, c'est très, très fintech, très paiement. Là, je crois que je suis vraiment au bon endroit. Qui est créé en 1872 à Strasbourg, en Allemagne. Et qui, en l'occurrence, est une filiale de Crédit Mutuel Arkea depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et au-delà de... Voilà, je veux bien donner quelques chiffres aussi. Oui, si, qu'on comprenne. 7 milliards d'encours de crédit, 350 millions de fonds propres.
On fait du résultat et du dividende, nous. Voilà. Même si le crédit, c'est un peu plus compliqué depuis 18 mois avec la hausse des taux. Et donc, c'est une filiale à 100% de Crédit Mutuel Arkea depuis 2010. Et au-delà de ce caractère un peu poussiéreux, historique et ancien, moi, je vous invite à visiter les locaux à Strasbourg. On distribue nos crédits par des web services depuis 2010. Nous distribuons des comptes courants en API depuis 2019. Nous distribuons de l'épargne bancaire en API depuis 2023. Et dans un modèle totalement B2B2C, qui peut intéresser, me semble-t-il, quelques personnes en intérieur de France entière. On va rester avec toi quelques minutes pour commencer. C'est comment une banque poussiéreuse, pardon, je vais aller voir le site internet, mais il faut faire 2-3 changements encore. Comment une banque, tu viens de l'expliquer, qui n'est pas de toute première jeunesse, se dit tiens, je vais aller faire mes trucs en API en 2010 déjà, en web service, en API plus récemment et des comptes courants, et distribuer du crédit et de l'épargne plus récemment. Je crois que c'est l'actualité. Déjà, comment vous vous êtes dit on fait ça? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? En fait, on a un peu le meilleur des deux mondes, j'ose le dire. C'est qu'on est une petite banque, finalement, une petite banquette. 7 milliards d'encours, c'est vraiment pas grand-chose pour une banque. Mais en fait, on a la chance d'avoir un SI totalement in-house, géré par des informaticiens de Strasbourg, voilà, et qui est plutôt bien fait, plutôt pas vieux, plutôt agile. C'est pas du COBOL. Full Microsoft, mais bon, après, on s'en fout, mais voilà. Et comme en fait, ce qu'il y a, c'est que tous les courtiers en crédit de France, ils travaillent avec nous depuis 30 ans. Eh bien, ça fait déjà 15-20 ans qu'on s'est dit, le seul moyen pour qu'ils nous ramènent encore plus de dossiers, c'est finalement d'avoir les passerelles. On a un extranet depuis 2007. Avec nos courtiers en crédit, des web services depuis 2010, et finalement, cet asset qui est le système d'information, qui est en l'occurrence hébergé, maintenu dans les data centers d'Arkea, cybersécurité, tout ça, tout ce qui va bien pour une banque avec l'agrément qui va bien, nous, on a la chance d'aller assez vite. Voilà. Mais aujourd'hui, ça représente quoi? Parce qu'en fait, vous faites aussi en direct. Non, que du B2B2C. Que du B2B2C. Ouais, exactement. Depuis 40 ans déjà. Donc, toujours en intermédiaire, quoi. Toujours en intermédiaire, exactement. Donc, sauf que là, il n'y a plus le fax, ce n'est qu'avec des API et avec des... Voilà. Aujourd'hui, il y a encore quelques apporteurs qui nous apportent des dossiers par extranet, voilà, mais 75% de nos crédits sont transmis par API. L'année dernière, on a fait 1,4 milliard de crédits. Voilà, il y en a 1 milliard qui sont venus par des API. Mais alors, on le verra tout à l'heure dans les échanges, mais enfin, tu n'es pas le seul quand même sur le marché de proposer des offres de crédit ou d'épargne en API. Comment tu te différencies? En fait, tu dis qu'on n'est pas les seuls. Sur le crédit, je veux bien l'entendre. Sur l'épargne bancaire, en intermédiaire, je vois pas grand monde. En B2C, il y a des très grands noms dans la salle et je crois qu'on en parle tout à l'heure. Il y a Raisin, par exemple, le banquier européen. Mais... Oui, c'est pas... il est utilisé par certaines personnes. Oui. Mais finalement, dans un modèle intermédiaire... Tu peux y aller. Oui, non, mais on a discuté ensemble, donc je suis très à l'aise. Mais globalement, sur l'épargne bancaire, en même temps, avec les taux qui baissaient, l'épargne bancaire avait quand même peu de succès. Et finalement, il y a un an, on s'est dit, tiens, au-delà du crédit, au-delà du paiement, on va faire de l'épargne. Il ne fallait pas être grand clair avec l'inflation. C'est MyMoney Bank qui propose... Oui, historiquement, c'est mon principal concurrent sur le crédit, qui est mon challenger. Mais après, je crois qu'ils ont d'autres sujets. Qui proposent l'épargne aussi. Oui, exactement. Après, je crois qu'ils ont d'autres sujets actuellement à gérer, mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et nous, en fait... La question, elle n'est pas trop sur la concurrence, elle est plutôt comment on se différencie dans cet univers. En fait, sur les API. Indépendamment des taux, parce que sinon, il y a celui qui va proposer à chaque fois le meilleur taux, c'est quand même une course à chaque fois compliquée. Par exemple, MyMoney Bank l'a beaucoup fait, parce qu'ils avaient besoin d'encours, donc ils ont proposé du 4-6 en juin dernier, il faut y aller, quoi. Il faut le tenir sur 5 ans, bloqué à 5 ans en plus. Toi, comment t'arrives quand on te dit MyMoney Bank propose 4-6, toi t'es à 4 ou 3-8? Le process, c'est les API. C'est que en fait, nos API, elles sont plutôt à l'état de l'art, plutôt rapides, plutôt bien faites. Le premier partenaire qui a lancé l'épargne avec nous, je ne le connaissais pas au mois de juin. Il a lancé le mi-octobre. Et on a la chance d'avoir un process qui est plutôt bien construit. Donc en l'espace de 2 mois, on en a fait quelques centaines de millions d'euros de collecte. Donc on se dit que ça doit être pas mal. Je vais rester dans l'Est.
Parce que toi, t'avais. Non, mais toi, Romain, tu avais mis ta boîte un peu au Luxembourg à une époque, me semble-t-il. Oui, toujours. Bah, les Luxembourgeois pensent qu'on est français, les Français me pensent luxembourgeois. Donc. Ils sont où tes agréments, toi? Nous, on a un agrément au Luxembourg aujourd'hui pour la partie européenne euro et on vient d'obtenir un agrément au UK, auprès de FCA, qui était extrêmement long à obtenir, mais pour nous, c'était absolument nécessaire d'aller chercher un agrément post-Brexit parce qu'on a déjà une activité, on est présent au UK depuis 2016. Donc c'était... Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière dans tes souvenirs? Parce que là, on n'a que du B2B2C, puis on a l'impression que tout ça est tout à fait normal de s'orienter comme ça. Mais à un moment, quand tu t'es lancé, c'était sur du B2C, avec Litchi. Oui. Et il y a eu ce pivot que beaucoup d'autres ont fait bien plus tard que toi, en se disant, tiens, il y a aussi de l'argent à faire finalement en vendant marque blanche. Vous, à l'époque, déjà en 2013, c'était plus pour une des business ou aussi une évidence stratégique? Enfin, tu vois, quels ont été les drivers quand vous vous êtes dit, non, il faut aussi qu'on fasse ça, alors qu'on était parti que sur de la cagnotte? Si tu te rappelles. Non, je me rappelle très bien, mais... Alors, ce que tu as le droit de dire. Non, bien sûr. Nous, on a lancé litchi.com, d'ailleurs, c'est plus, j'ai rejoint Céline Lazorde qui a lancé litchi.com en 2010, nous étions 3, donc on a eu tout de suite, on a senti qu'il y avait une traction et c'était une des très belles réussites de l'époque. On ne savait pas du tout qu'on construisait une fintech d'ailleurs, mais on a tout de suite senti que l'engin transactionnel qu'on avait construit pour litchi.com avait de la valeur. Et d'ailleurs, on a failli planter la boîte 2 fois en développant des solutions d'achat à plusieurs sur Facebook. À la grande époque Il y en a beaucoup qui ont essayé. Voilà, où Facebook allait devenir le nouvel Internet, avec la pression de nos investisseurs de l'époque, des boutons achetés à plusieurs sur les sites Internet. Donc là, tu vas te renommer mangopay.ai sur la pression des investisseurs ou... Non, et donc tout ça a été une catastrophe, mais un jour, voilà, c'est la chance aussi dans l'entrepreneur, hein, c'est il y a deux personnes qui montaient un site de mariage, hein, qui nous ont demandé de créer des cagnottes Litchi parce qu'aucune banque voulait travailler avec elles, et c'est là où on a pris la décision de développer une API de paiement, d'accord, à la base pour le crowdfunding. Et très rapidement, on a fait du versionning pour offrir cette solution au marketplace. Et on a trouvé... À la base, c'était vraiment un pain point pour des activités qui existaient, mais aucune institution financière voulait s'en occuper. Exactement. Et pourtant, on n'était pas dans finalement, Mangopay, on n'était pas dans des choses délirantes. C'était pas ni du X ni du jeu, quoi. Mangopay est vraiment un spin-off de litchi.com. On a utilisé la technologie de collecte de fonds de litchi.com pour créer Mangopay. Alors, et un point sur l'attraction. Parce que j'ai l'impression que ça fait très 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 longtemps qu'on parle de B2B, B2B2C. Moi, je crois que Paris FinTech Forum, c'était dans mon édition 2017, ou pire 18, où on avait écrit, voilà, ils étaient tous venus l'an dernier en B2C, maintenant ils nous font tous du B2B2C. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur chemin. Combien de temps ça a mis, en fait, à passer de l'idée sympa à des vrais volumes qui permettent de te dire, ouais, en fait, ça vaut quelque chose, quoi? J'ai envie de dire, Mangopay a trouvé assez rapidement pas mal de traction, surtout en France, hein, parce qu'il n'y avait pas énormément de concurrence. Et nous, on avait fait un pari assez fou à la base, parce que les marketplaces, c'était vraiment un marché de niche. La volumétrie sur les marketplaces en 2012-2013 a été très 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 faible, et donc voilà, on a vu qu'il y avait une plateformisation de l'économie, les Uber, maintenant les marketplaces, les plateformes de manière générale font partie de nos quotidiens. Donc c'était un pari gagnant, mais voilà, on a tout de suite eu de l'attraction, et surtout on a eu la chance, comme on était tout petit, nous on était très proches des startups qui se lançaient, et de commencer et de grandir avec des startups qui ont grandi avec nous, les Malte, Pupkin qui n'a pas fini comme on aurait souhaité, mais Wallapop en Espagne, Vinted, on a rencontré Vinted, ils étaient 50 et ils faisaient 50 000 euros de flux par mois. Ils ont intégré Mangopay dès le début. On a construit aussi notre solution avec Vinted. Notre expansion internationale s'est aussi beaucoup fait avec Vinted. Aujourd'hui, Vinted, vous connaissez les chiffres, c'est quasiment, c'est un petit peu plus de 5 milliards de flux, tout pays. Et justement, ça me fait poser deux questions, mais qui sont valables pour vous tous. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir et à prendre le micro. N'attendez pas mes questions. Et d'ailleurs, préparez les vôtres. Vous pouvez aussi nous couper, lever la main. C'est pas descendant. Hein.
Si vous avez envie, vous levez la main, je vous passe la parole. On a un micro pour ça. Là. Ça me fait poser 2 questions. On l'a vu par exemple dans des acteurs B2B2C basses. Super, ils sont là au démarrage, ils aident. Puis quand la boîte va bien, les gars ils prennent leur agrément tout seuls, ils se débrouillent et ils internalisent tout. Donc là, c'est pas forcément le cas dans ton métier, mais je veux dire, est-ce que justement tu as fait face parfois à ça en disant mince, j'ai tout fait, je me suis tapé les années difficiles et maintenant ils partent soit avec un concurrent parce que plus présent à l'international ou je ne sais pas, ou ils peuvent internaliser une partie de ce que tu fais. Et la deuxième question me reviendra le temps que tu répondes à la première. Alors, juste, il faut comprendre l'environnement réglementaire des marketplaces et des plateformes et tout ce qui est lié à la DSP2 et autres pour comprendre finalement notre solution. Elle est très sticky. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas eux le faire tout seuls. Par exemple, nous aujourd'hui, on a un peu plus de 250 millions d'utilisateurs uniques qui ont utilisé notre technologie, mais on a aujourd'hui 50 millions de KYC, de clients qui ont fait un KYC chez nous. Donc on a fait leur identité, les sanction lists, et vous savez comme c'est extrêmement dur d'opérer ce KYC. Et ça, tu le traites en interne ou tu le sous-traites? Non, on ne sous-traite absolument pas parce que c'est absolument cœur. D'accord, dès le début vous avez décidé que le KYC vous le faisiez vous? Exactement, et l'autre grande chance c'est comme on vient du C2C, avec Litchi.com ou du B2C comme tu l'appelleras, mais du Vinted et autres, c'est-à-dire qu'on a été obligé de très rapidement dans notre histoire automatiser ces process. Et donc aujourd'hui, voilà, sur ces 50 millions d'utilisateurs, vendeurs ou porteurs d'un projet, on a 3 millions aussi de business, d'accord, qui ont des KYC, et cette migration de KYC elle est extrêmement dure. Et d'ailleurs nous on est en train de développer donc toi, ton des outils. C'est l'ID des clients en fait. Entre autres, et puis finalement aussi les plateformes, voilà, on est profondément intégré dans la RSI. Ouais. Est-ce que justement l'actualité internationale, par exemple en Allemagne, t'aide à convaincre avec ce genre de choses? Parce que c'est vrai qu'on a pu voir des amendes de Contis ou autres, parce que quand des fois tu as des prestataires en série qui ne maîtrisent pas leur KYC, ça leur pose des vrais soucis derrière, quoi. Est-ce que ça t'aide ou pas plus que ça? Oui, mais bon, nous on s'est pris une amende il y a quelques années de la CPR, ça nous a pas aidé non plus, donc c'est vrai que Enfin, ça t'a aidé à progresser, j'imagine? Oui, bien évidemment. Sur le moment, ça t'a fait mal, mais après, bon... Ouais, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'il y a toujours ces paliers où voilà, on est dans le spotlight et donc tous les régulateurs nous tombent dessus. Je pense que le durcissement des règles européennes ces dernières années sur la partie AML crée des barrières à l'entrée, crée aussi des nouvelles opportunités dans une certaine mesure, comme vous venez de le dire, mais bon. Juste un truc, parce que je vais poser la question à vous tous. Ici, sur cette scène, on disait souvent, quand il y avait des grandes banques qui s'exprimaient, etc., oui, bon, c'est un peu facile pour les petits nouveaux, les régulateurs ne les connaissent pas. J'ai l'impression qu'ils savent bien où vous habitez maintenant. Ils ont trouvé votre adresse? Nous, on est adossé à une banque, donc ils ont toujours connu notre partenaire. Juste pour rebondir sur MangoPay, parce qu'on a une tonne de clients en commun, contrairement à plein de solutions basses où la seule volonté de l'acteur, c'est de se barrer et d'obtenir son agrément pour avoir plus de revenus, pour avoir plus d'indépendance, les clients chez MangoPay, typiquement, sont ravis du boulot réalisé par MangoPay et veulent surtout pas y toucher. Et c'est là toute la valeur ajoutée. Quand tu t'amuses à encaisser des tonnes de flux et que tu dois identifier ces flux... C'est un boulot casse-pied qu'ils veulent pas faire, quoi. C'est un boulot où il faut avoir un savoir-faire, et ce savoir-faire, tu le fais pas du jour au lendemain, et voilà. Donc c'est complètement... Il y a surtout un coût. Un coût que tu dois absorber. Quand tu le mutualises avec 50 clients, ça va, mais quand tu le fais que pour toi-même, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tu voulais réagir, Charles? Oui, sur la partie crédit, en tous les cas, c'est une question qu'on nous pose régulièrement, c'est mais demain, est-ce que vos partenaires ne pourront pas faire du crédit eux-mêmes? Sauf que je pense qu'il y a 3 éléments qui sont absolument clés. C'est l'expertise quand même qu'on fait tous. C'est-à-dire que ça paraît très simple de faire du paiement, ça paraît a priori très simple de prêter à 2 mois. Si à 2 mois on n'est pas capable d'estimer le taux de défaut d'une entreprise, pourquoi après tout, ça paraît très simple. Ouais. Voilà, exactement. Sauf qu'en fait c'est beaucoup d'expertise. Tu parlais du KYC, KYB. Il y a également tout ce qui va être réconciliation des flux comptables. Il y a la récupération de la donnée, la gestion de la donnée, de plus en plus avec la CNIL, etc. D'un monde qui est de plus en plus aussi réglementé. Les IA même sont réglementés maintenant. L'efficacité opérationnelle, le refinancement, etc., etc. Donc en fait, c'est énormément d'expertise. Et nos partenaires, ils sont contents de la solution qu'on crée et de la fiabilité,
Et là, je pense qu'autour de la table, en tous les cas, on a des API qui sont extrêmement fiables. Si l'API est fiable, après, c'est la qualité de notre produit. En fait, si dans tous les cas, côté de facto, on pense que si on développe notre produit et qu'on est content de ce qu'on livre, le partenaire aura aucune incitation, aura un coût marginal tel à redévelopper en interne quelque chose qui sera d'une qualité moindre et ce qu'il faut, c'est qu'on se concentre sur notre qualité. Et c'est par la qualité de notre produit, par la fiabilité opérationnelle et de bout en bout qu'en fait, on désincite nos partenaires, même quand ils sont très gros, même quand ils sont relativement autonomes et qu'ils ont du budget, à investir un agrément. C'est ce que disait François propre. tout à l'heure sur la qualité des API, qui est le truc qui permet de Exactement. tenir, quoi. Enfin, sauf que t'as pas le droit à l'erreur, quoi. En fait, si c'est ça ton principal argument, faut pas que ça tombe, quoi. Et exactement, mais c'est pour ça que les gens aussi, quelque part, nous prennent, c'est pour notre expertise. Et dans l'expertise aujourd'hui, dans un monde tech 3.0, etc., la qualité, la fiabilité, de ne pas avoir d'erreur 500, d'être disponible, de pouvoir s'engager sur des SLA, c'est absolument clé. Ouais. Alors, pardon de poser la question, mais... Et ça finit toujours par tomber. Vous êtes, voilà, j'allais te dire, on citera pas l'actualité d'un de nos membres, mais ça finit toujours par tomber. Voilà. Et accessoirement, quand tu dis on convainc par la qualité, j'entends, mais vous êtes jeune. C'est-à-dire que moi, si tu viens me vendre ton truc, je vais te dire, ah ouais, bon, lui, il m'a dit qu'il était très vieux, ça peut me faire peur. Va-t-il être assez agile? Mais toi, je vais peut-être me dire, mince, il y en a plein qui ont... Charlie Perrault me parle tous les matins dans les échos d'une nouvelle boîte qui fait faillite, t'es pas la prochaine, tu vois, comment tu convaincs que... On n'a pas juste des bonnes idées, quoi. Ouais, bien sûr. Par les agréments, par aussi nos résultats et en fait le bouche à oreille. C'est-à-dire, on pense que justement les acteurs sur lesquels on est aujourd'hui témoignent eux-mêmes en fait auprès d'autres fintechs. C'est qui tes clients type? Tu vois, si on peut en citer quelques-uns. Malte, Conto, Penny Lane, Libéo, Piana, donc des fintechs, des marketplaces. On était sur une marketplace allemande qui s'appelait Food Circle. Donc des acteurs qui sont Malte, notamment Conto, Penny Lane, c'est pas des petits acteurs. Ils nous ont choisi après des RFP, des mises en concurrence. On est sur ces acteurs depuis maintenant plus d'1 an. Je pense que, ce sera à eux d'en témoigner, mais ça se passe bien. Et en effet, c'est aussi, quand je dis s'engager sur des SLA, c'est du coup pas mettre des SLA à 100%. En fait, être assez réaliste et surtout savoir gérer aussi les moments où on est down, les moments, la communication, la transparence, le rétablissement de la situation pour les clients, etc. Et ça, en fait, ça fait partie pour nous du métier. Et c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à internaliser, en fait. Mais On tout ça, c'est internalise interne ou énormément pas? de Vous, c'est contraintes. internalisé ou pas? Nous, tout ça c'est internalisé. D'accord. C'est pas des sous-traitants externes qui vont Non. gérer le SLA à minuit et demi le 25 décembre. Non, ouais, c'est bien nous. Là. Ta question elle est bonne, Laurent, parce que là tu dis voilà nos clients aujourd'hui c'est Conto, Penny Lane, Co. Mais la question qui suit c'est finalement pourquoi tes clients c'est pas BNP, Sogé et la Banque Pas Postale. encore, mais les Voilà. discussions sont en cours. Et donc finalement, moi ce que j'adore dire, c'est que les Français adorent les fintechs, les nouveaux players. Ils sont super agiles, mais ils n'ont pas super confiance en eux. Parce qu'effectivement, Ça va mieux qu'avant. pas en ce moment. Oui, non. Quand d'accord, on il y a un un petit hiver. qui crève toutes les 2 semaines, c'est pas la meilleure nouvelle pour l'écosystème. Finalement, moi, quand on me dit mais tes concurrents c'est un tel, celui-ci va mal, est-ce que c'est bien pour toi? Non, il faut que l'écosystème soit fort parce que si tu veux convaincre les gros acteurs, il faut t'inscrire dans le temps. Et ça, c'est un marqueur commun finalement à toutes les boîtes. Tu peux pas arriver du jour au lendemain et dire je vais signer avec la BNP. Si tu existes depuis 2 semaines, déjà ils vont pas te regarder. Et surtout parce que leurs process vont prendre 3 ans. Il faut s'inscrire Ça dans le aussi, temps. ils améliorent, c'est pas sympa. C'est la réalité. Moins qu'avant, sérieusement. Et ça concerne toutes les banques. J'ai cité la BNP que j'adore. Non, mais je sais que tu parlais mais de ça la- concerne de toutes les banques. Il faut s'inscrire dans le temps. Si tu veux bosser avec une banque, il faut montrer que tu perdures, il faut montrer que tes solutions sont innovantes, il faut montrer que tu as les reins solides. Et à juste titre, tous les acteurs fintech, là si tu prends l'écosystème banque en ligne, B2B ou B2C, banque pour les ados, etc., tu en as 9 sur 10 qui vont crever. 9 sur 10 qui vont crever. C'est la réalité. Tu n'as pas envie d'aller t'associer potentiellement avec un acteur qui va crever l'année prochaine ou dans 2 ans parce que tu vas être prescripteur d'une solution qui potentiellement ne va plus Et marcher. pourtant, il y en a, regarde, qui ne crèvent pas pour reprendre tes mots. Tu vois, MangoPay, ça marche, beau succès. Et on en a plein d'autres autour de nous. C'est la 10e sur une 9 sur 10. Non, mais oui, tu voulais réagir. Oui, non, tu disais, les fintechs, elles veulent leur indépendance au bout d'un moment, elles veulent plus notre produit. Mais en fait, nous, ce qu'on a essayé de trouver, c'est finalement de se dire, c'est les mêmes produits, mêmes conditions pour tout le monde. Et en fait, c'est comment faire nourrir cet Je écosystème. peux pas négocier chez toi, en fait, on Non. est tous pareils. Même produit, même REM, même com, Donc tu même pas tout. de direction commerciale, ça va rien. Non, j'ai quasiment personne au commerce. C'est exactement ça. C'est une économie.
Mais en l'occurrence, pour l'instant, tous les courtiers en crédit de France, ils bossent chez nous. Tous ceux que vous connaissez, hein, je pense que vous les connaissez. Et pour autant, ils ont tous la même REM qui m'apporte un dossier ou 1000 dossiers. Et ça, on le fait sur le crédit, on le fait sur l'épargne. Et pour moi, repris le côté simplification des grilles. Oui, parce que c'est ce que beaucoup amenaient les fintechs à une époque, c'est de dire attendez, on va pas faire une grille hyper compliquée, il y a 3 paliers. Toi, il y en a qu'un, quoi. À la banque, c'est pareil. À la banque, c'est pareil. Et c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen pour faire. Je reviens sur toi, Charlotte, parce que je précise quand même que Charlotte a accepté hier, au pied levé, de venir. Donc vous vous doutez bien que déjà ceux qui ont accepté avant, ils n'avaient pas les questions, alors Charlotte. Déjà moi, j'avais pas les questions. Juste un point quand même, parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression que c'est sur le grill. Tu viens de relever, c'est qu'a priori, tu fais partie de ceux qui donnent encore confiance à l'écosystème. Oui, tout à fait. On a levé 15 millions d'euros en juin 2022, donc déjà post-retournement en Série A. Et on a fait une extension assez opportuniste cet été de 10 millions d'euros supplémentaires. Et globalement, on a un runway. Mais au-delà du capital, en fait, je pense que... Non, c'était juste pour dire que parmi... parce que comme il nous a assassiné les 3 quarts des fintechs, enfin de 90%, dire que a priori, certains investisseurs font confiance que peut-être tu pourrais être la 10e. Et des très beaux fonds, notamment Northzone, Headline et GFC. Mais c'est au-delà du capital, je pense que ce que recherche un partenaire, en fait, nous, on adore les RFP. On adore être soumis à la concurrence, devoir répondre, être mis en concurrence parce que on pense que sur chacun des piliers, s'il y a un pilier sur lequel on est fragile et sur lequel on n'est pas performant, où on n'est pas vu comme étant le meilleur de la place, c'est à nous de nous améliorer. Et qu'on pense en effet que le choix d'un partenaire, pour nos partenaires, on pense que de nous choisir et d'être sûr que justement sur la durée, on saura tenir nos engagements, de pouvoir être audité, on est prêt à ça. Et pour nous, ça fait partie de la confiance. Et en effet, nous, on s'inscrit dans des partenariats de long terme. Certains nous disent, faites un taux plus bas que proposer à mes clients un taux encore plus bas. On est là. Si vous voulez un partenaire qui soit là pour 6 mois et qui en fait sous-price le marché et fasse un taux qui est en dessous du prix de marché, allez-y, prenez l'autre partenaire. Nous, on veut être là sur le long terme, on veut être rentable, on souhaite se développer, avoir un business model qui est viable. Et donc, nous, c'est notre travail de savoir, pour le coup, quel est le taux de financement qu'on peut faire à une entreprise TPE, PME en 27 secondes, à 2 mois, à 3 mois. Et ça, c'est notre travail. Et donc, nous, on pense que ce taux, c'est celui-là. Et c'est aussi par ce genre de pratique, qui est de ne pas casser les prix à tout prix, mais de développer un business viable, qu'on s'installe aussi comme un partenaire de confiance sur la durée. Et aujourd'hui, ça marche plutôt. Je voudrais rebondir sur un point qu'a dit tout à l'heure Romain. Tu disais oui, non, mais ça tombe toujours un jour. On parlait de la sustainabilité des chaînes. C'est beaucoup d'actualité ces derniers temps, en particulier dans l'écosystème paiement, mais ça peut arriver à tout le monde. Ça t'est arrivé, j'imagine? Ah oui, ça m'arrive très souvent. Oui. Et non, le jour des soldes, le jour du Black Friday, tu fais quoi là? Tu prends de la tisane Est-ce que maintenant, tu en as eu plusieurs. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis ça y est, maintenant je suis serein, c'est bon, on a vécu tous les trucs, ou tu te dis à chaque fois Non, comment dire? Je pense que... Il a peur parce que comme demain, il y a des... Non, parce que j'ai beaucoup de clients qui travaillent avec Adyen, des Stripe, WorldPay, Worldline qui est dans la salle, excusez-moi. Mais même, voilà. Si vous voulez, ça marche bien, faut pas dire. Dans le monde du paiement, est extrêmement complexe. Il y a énormément d'acteurs derrière, quoi. Excusez-moi pour mon anglais, mais behind the curtain. Et donc du coup, voilà, à un moment, il faut se protéger au maximum pour avoir... voilà, c'est les plans de continuité qu'on nous demande constamment, mais ils sont clés, parce que il faut pouvoir basculer d'un prestataire à un autre, il faut pouvoir, sur chacun des services critiques qu'on va chercher à l'extérieur, pouvoir avoir de la redundancies. Mais ça arrive et ça continuera d'arriver. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on a participé, alors je dis on parce que dans nos métiers de médiatisation de vos services, on participe aussi, mais depuis une douzaine d'années à fragiliser cette chaîne tellement elle s'est éclatée en un nombre d'acteurs impressionnant. Avant où il y avait assez peu d'acteurs pour le schéma 4 coins, pour rester sur celui-là de paiement. Maintenant, tu as quasiment à toutes les virgules de la phrase, c'est potentiellement quelqu'un de différent. Et je dis pas que c'est parce que chaque acteur peut faire une bêtise, mais globalement, on fragilise à chaque point de la chaîne. Il suffit d'une mise en service mal testée à un des éléments de la chaîne. Enfin, j'ai l'impression elle s'est extrêmement fragmentée. Alors, oui, je pense qu'on
on sort aussi, quoi. C'est un nouveau paradigme qui commence, un post-Covid et autres. On a eu le boost des paiements. Et donc, j'ai parlé juste sur le paiement. Oui, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, on a aussi des plateformes e-com, plateformes marketplace, qui sont de plus en plus matures aussi. Il y a une guerre des prix qui est incroyable. On l'a vu avec Adyen cet été aux États-Unis. C'est-à-dire que ça commence aux US, mais la pression sur les prix est critique et donc change aussi un petit peu toute j'ai envie de dire le modèle financier aussi des acteurs du paiement de manière générale. Donc il y a une obligation finalement d'aller couper les intermédiaires pour créer plus de valeur sur tous les services qui sont dits des commodities, paiement par carte, sortie payout et autres. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que la valeur, il faut aller la chercher ailleurs. Et la valeur, il faut aller chercher sur des services additionnels, il faut aller chercher sur potentiellement des partenariats d'orchestration, sur du factoring, il faut aller chercher sur de l'épargne, il faut aller chercher sur on a de l'assurance, par exemple. Nous, il y a énormément de choses qui sont hyper intéressantes. Mais du coup, particulièrement sur les plateformes, moi, j'aime dire, finalement, il y a les échanges sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus globaux finalement. Donc il y a aussi toute cette dimension FX, cross-border et autres. Mais derrière, la valeur en elle-même du paiement, elle est de plus en plus faible. Donc il fallait agrandir et élargir cette valeur en offrant des services complémentaires avec, et donc c'est finalement ce dont tu parlais sur le paiement. Aujourd'hui, on va le chercher sur tout ce qui est services valeur ajoutée, qui sont le financing, le factoring. Alors, pardon de faire la fraude. L'avantage de ma position, c'est que j'étais dans le siège pendant 14 ans, ainsi que dans d'autres d'animation. Et j'ai un peu l'impression que je pense que j'ai encore dans le PC les slides de 2015 où on disait maintenant les prix sont tellement bas, il faut des SVA. Et à chaque fois, ça concluait par oui, il en faut, mais alors lesquels? Est-ce que maintenant, il y en a vraiment où tu as du PNL sur des services à valeur ajoutée? Je suis sûr que oui, mais l'idée, c'est que tu partages. C'est lesquels aujourd'hui où vraiment il y a une grosse traction? On te dit, ok, c'est bien, super, tu te recasses le paiement, c'est cool, mais ça, c'est vraiment clé. Alors, cross-border FX sur la partie B2B, parce qu'on a vu aussi la digitalisation des plateformes B2B et qui ont des besoins que l'e-com et les marketplaces plus classiques B2C avaient peu. D'accord. La partie KYC, KYB, ça devient un tel frein à l'onboarding des clients que finalement proposer des solutions complètement hostées de KYC, de KYB, moins de friction pour demander moins d'informations aux clients, tout ce qui est lié à la fraude, au risque, account takeover, toutes les fingerprints, profiling. Là, c'est des choses qui coûtent aujourd'hui des fortunes, que ce soit sur le B2B ou le B2C. Je ne parle pas de la fraude paiement, qui finalement, avec le 3DS V2, est resté très limité. Mais aujourd'hui, il y a une telle créativité chez les fraudeurs. Tout ce qui est... Donc, ils n'ont plus besoin de toi, ils t'envoient un faux recommandé, ils te disent... non, mais ça devient... Je pense que c'est la guerre des prochaines années, parce que ça va très très vite. Moi, je vois en un an les fraudes qui atteignent nos clients et donc MangoPay indirectement. Ça va très très loin. Et donc il va falloir que tout le monde se protège parce que, et après tout ce qui va arriver avec l'IA et autres, ça va faire très mal. On y reviendra peut-être, on a le temps. Je voulais rebondir, tu viens de citer le mot assurance, et alors je t'ai aussi invité parce que, pas parce que tu es une banque pour le B2B, parce que moi ce qui m'intéresse ce matin c'était le B2B2C, les plateformes, etc. Et tu me disais, mais oui, mais nous on fait aussi quelque chose et avec l'assurance. Alors qu'est-ce que tu fais? Nous, on a rapidement compris que si on voulait s'inscrire dans le temps, il fallait bosser avec les banques qui sont en place et les assureurs qui sont en place. Tu ne vas pas t'inscrire dans les 10, 15, 20 prochaines années si tu dis je suis le meilleur et je vais niquer la terre entière. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans le vrai monde, tu dois bosser avec tout ton écosystème. Et si tu fais le constat aujourd'hui de ton écosystème, c'est que l'ensemble des banques en ligne pour les professionnels, c'est probablement moins d'1% des flux qui transitent. Donc j'ai envie de te dire, quand tu es un bel acteur traditionnel, tu peux avoir deux raisonnements. Le premier, c'est de te dire, finalement, plus de bruit que de mal. Et le deuxième, c'est qu'ils vont finir par mourir, donc pourquoi on irait s'embêter? Quand tu fais ce constat et que tu es un peu pragmatique, tu te dis, comment je vais pouvoir réussir à aller bosser avec eux? Déjà, il faut avoir une expérience utilisateur qui est sympathique. Et surtout, leur proposer quelque chose qui va les séduire. On a commencé à attaquer le marché de l'assurance. Comment ?
Très simple. Encore une fois, on se met à la place de l'utilisateur. Vous êtes tous assurés, hein, que ce soit pour de l'habitation, de l'auto, de la santé. Ça vous est arrivé forcément plus d'une fois de payer des frais de santé, des frais pour un sinistre auto ou un sinistre habitation, et derrière faire un workflow de remboursement. Je pense qu'il n'y en a pas un dans la salle qui n'a pas au moins une fois payé des frais de santé et derrière, ça te fait rembourser. On s'est dit, mais pourquoi l'assureur n'irait pas tout de suite mettre à disposition un moyen de paiement pour payer et faire une avance de frais finalement que de toute façon il irait rembourser et s'éviter la fraude. Pourquoi ? Parce que finalement tu as beaucoup plus de traçabilité sur une transaction faite avec un moyen de paiement que faire un virement vers le compte d'une personne, tu ne sais pas ce qu'il fait derrière. Donc on a attaqué ce segment, on a commencé avec un bel acteur qui s'appelle April International, et on fournit aujourd'hui pour 130 000 assurés en mobilité des moyens de paiement dès qu'ils ont un sinistre à l'inter. Et on a continué. Et là, on attaque le hors-sécu. Donc, c'est-à-dire que demain, vous pourrez aller chez l'ostéo, le psy, etc. Vous n'aurez plus besoin d'avancer les frais, de vous faire rembourser. Vous aurez directement un moyen de paiement mis à disposition par votre assureur. Pareil pour une assurance habitation. Vous avez un bris de glace, il n'y a rien de plus chiant que de payer et de se faire rembourser. Pareil pour l'auto, etc., etc. Et ça prend du temps. La réalité, c'est que ça prend du temps. Mais quand on a un qui commence à faire le risque et le pari de dire « Ok, on va changer finalement le parcours », les autres suivent, parce que ça devient une norme. Comment tu expliques, parce qu'il y a quelques anciens dans la salle, je le reconnais, qui étaient là aussi il y a une dizaine d'années, pas que toi. Limonetic a sorti la même offre en 2009. Ça n'a pas empêché Limonetic d'avoir différents problèmes par la suite. Et bon, après, ils se sont vendus à Thunes, très belle aventure. Mais cette offre-là n'a pas particulièrement prise. Ça avait commencé. C'était en fait avec de l'émission de carte virtuelle Mastercard. C'était la grande mode à l'époque. Je t'envoyais un email et plutôt d'avoir un moyen de paiement, tu avais la carte virtuelle pour aller t'acheter directement ce qui te manque. Bon, après, c'est pas évident de se faire livrer dans une zone où il y a des dégâts des eaux. Hein. Mais tu pouvais éventuellement le faire. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que c'était quoi, trop tôt ? Alors déjà en 2007, 2009, même en 2009, entre-temps, tu as eu le Covid qui est passé par là. Donc le super CDO du sans contact. Voilà. On est passé de, ok, on a plein de terminaux qui, le sans contact, c'est balbutiement, à, allez, quasiment tout le monde est équipé de sans contact, déjà. La maturité des offres et des produits, clairement. Et surtout, des interlocuteurs qui sont de plus en plus avertis à cette notion, encore une fois, d'expérience utilisateur, qui est clé aujourd'hui. Tu crées un produit autour de l'expérience utilisateur, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu te posais comme question, c'est quoi les risques ? Est-ce que ça ne va pas pousser à plus de consommation, etc. Alors qu'aujourd'hui, tu comprends et tu assimiles le truc. Et donc, ce qu'on fait dans l'assurance, ce qui fonctionne bien, on essaye aussi de le faire dans la banque. Et ça, information, l'année prochaine, on lance avec 3 banques différentes, 3 banques françaises, une offre de paiement, carte de paiement. C'est-à-dire qu'on va gérer leur carte corporate. Une fois que tu en as un premier qui tombe, la réalité, c'est que le produit devient une norme. Te dire que tu n'as pas de temps réel sur une transaction carte n'a plus aucun sens aujourd'hui. Tu gères juste la partie technique, c'est-à-dire que ça reste toujours des cartes issued by... Tu as les deux. Tu en as qu'on va émettre pour eux, et tu en as d'autres qui vont être émises par eux-mêmes. Donc, dans un cas, on va utiliser nos BIN, dans l'autre, leurs BIN, parce qu'on sait faire les deux. Mais tu vas surtout gérer toute la partie au milieu qui permet d'être proche des services. Ce que l'utilisateur voit. Moi, mon job, c'est de rendre du temps aux utilisateurs, que ce soit dans l'innovation assurance ou banque. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Je pense que sur le crédit, on observe un peu la même chose. On parle à la fois avec des assureurs et à la fois avec des banques qui viennent nous voir pour trois principales choses. La première, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc le temps en fait de réponse et l'automatisation de l'onboarding avec le KYC, etc. Et sinon la demande de financement. Est-ce qu'ils sont éligibles à combien de manière très très rapide ? C'est l'amélioration de leurs coûts opérationnels et efficacité. Les banques prêtent très bien à 1 an et plus. L'économie française est bien bancarisée. Alors il y a un resserrement du crédit en ce moment, etc. Mais l'économie française est très bien bancarisée à 1 an et plus. Par contre, sur le très très court terme, ça prend beaucoup de temps et du coup beaucoup de coûts pour des commerciaux bancaires de répondre à des demandes en urgence à 2-3 mois sur lesquels en fait les banques vont peu marger. Avec des solutions automatisées comme de facto, les banques vont pouvoir compléter leur palette de produits et en fait améliorer leur marge opérationnelle et que les commerciaux passent du temps sur des produits à haute valeur ajoutée.
Et la troisième chose, c'est toute la gestion, le back-office et le middle-office. Où quand on développe sans legacy des solutions par API avec une approche très tech, on peut automatiser des back-office, fluidifier le fait que le middle-office ne serve que là où il y a vraiment une valeur ajoutée, donc les contrôles, l'échantillonnage, etc. Et globalement, en fait, ça, on l'observe nous, on observe beaucoup d'intérêt de la part des banques pour partenariat avec De Facto. Et là où je te rejoins sur l'approche, c'est une approche après, avoir une approche très modulaire. C'est-à-dire nous, on sait faire de bout en bout pour nous-mêmes l'octroi de financement, mais du coup, on peut proposer de faire seulement l'onboarding, on peut proposer de faire seulement le back-office, on peut proposer que la banque octroie le crédit et nous, on assure le refinancement et la gestion derrière de balance sheet. Ou alors, la banque préfère, elle, octroyer le crédit et du coup, nous, on va faire que le servicing, etc. etc. Donc, aussi de développer, je pense qu'un des atouts aujourd'hui des fintech et un des éléments qui va être assez différenciant, et ton expérience le confirme, c'est d'avoir une approche modulaire et de savoir aussi identifier dans sa value propre quelles sont les différentes values propres en fait, qu'on a, et développer aussi d'un point de vue technique les choses de manière extrêmement modulaire pour pouvoir s'adapter après aux partenaires, notamment aux grandes banques, aux assureurs, pour les accompagner aussi dans le développement de leurs propres produits, et pas de jouer grand acteur versus jeune fintech, mais bien une approche partenariale. Et de même, on a énormément à apprendre d'eux. De facto, on porte nos risques sur notre bilan, on est balance sheet nous-mêmes. Oui, t'es pas qu'un acteur technologique. On n'est pas qu'un acteur technologique, et du coup, on a évidemment énormément à apprendre des banques traditionnelles qui, elles, portent leurs risques depuis des années et des centaines d'années. François, justement, centaines d'années, ça me fait penser à toi. Tu voulais réagir. Je te remercie, Laurent. Je ne sais pas comment je dois le prendre. C'était un bon mot. Non, mais tu disais 2009-2023, qu'est-ce qui a changé? Digitalisation, les API. Moi, le constat qu'on fait, que je fais, c'est de dire, on a des acteurs qui distribuent des services financiers. Je vais aller au-delà du crédit, de l'épargne, du paiement. Et finalement, chacun avait un peu ce couloir de nage. Des banques, des compagnies d'assurance, des conseillers en gestion de patrimoine, des fintech, des courtiers en crédit. Et chacun avait un peu son couloir de nage et disait « j'adresse telle cible ». Et finalement, ce qu'on se rend compte, alors c'est notamment du fait des actionnariats, des fonds d'investissement qui sont au capital de tel et tel secteur et tel acteur, et bien ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il y a de plus en plus de porosité dans la distribution entre banques en ligne, courtiers, CGP, fintech et ainsi de suite, et que c'est ça qui fait que le moment, aujourd'hui, la maturité technologique, le fait qu'on crée certaines briques qui sont beaucoup plus faciles à intégrer dans le parcours de souscription, qui fait que aujourd'hui, je pense que le marché est davantage prêt à beaucoup plus communiquer et faire que la plateformisation fonctionne bien davantage entre les différents acteurs de distribution ou fournisseurs. On avait fait aussi une réunion dans cette salle il y a 2012, je crois, 2013, parce qu'à l'époque c'était avec les statuts d'IOBSP, avec les statuts d'agents et les statuts de toutes les chaînes de statuts qu'on avait qui n'étaient pas très claires et qui d'ailleurs ne sont toujours pas. T'as l'impression que ça s'est clarifié, non? Moi, j'ai pas l'impression. Mais... ça va. Mais, ça va, mais pour l'instant... Ça me rappelle que voilà, l'IOBSP était... Ouais, entre IOBSP, entre agents, entre ceci, cela, et résultat, ça freinait aussi cette plateformisation complète. Pour dire... Mais par contre, une des questions clés qui reste sur la même, quel que soit le micro-statut dont on parle, c'est la chaîne de responsabilité. Parce que, in fine, quand j'ai conseillé à quelqu'un de prendre... Je suis le CGP du bout, qui a pris un intermédiaire qui lui-même prend ta plateforme, j'ai conseillé à machin en tant qu'agent ou autre de prendre un crédit alors qu'il n'était pas très, c'était pas bien pour lui en fait, ou de prendre ce placement, c'était pas bien pour lui. C'est quand même toi qui as toujours les grosses épaules qui est responsable parce que t'es le plus gros, même si dans les contrats c'est l'autre, mais dans les faits, moi, le premier argument que je vends, c'est mon contrôle interne, c'est l'agrément, c'est ma compliance, c'est mon actionnaire, c'est effectivement la responsabilité. Ça peut être rapide en API, mais quand même vous... forcément, on fait pas n'importe quoi. Et les API, c'est l'argument numéro 2. Mais le premier, c'est d'abord la licence. Voilà, on est établissement de crédit. Un peu comme toi quand tu parlais du KYC tout à l'heure, quoi. On fait pas. J'imagine que, enfin, on l'a vu dans la presse d'ailleurs, que ce soit Litchi ou MangoPay, des fois vous avez refusé des business parce que, voilà, vous devez respecter vos. Oui, bien sûr. Après, soyons. Je sais pas s'il y a des régulateurs dans la salle. Il y en avait des inscrits, alors levez la main. Non, je pense que... Ils s'en foutent, t'es pas régulé en France. Non, mais si, un petit peu. Pourquoi aussi l'essor? Parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur l'hécatombe des fintech et autres. Je trouve que quand même... C'est pas vous, c'est Adrien. Ouais. Arrête de vous voyer. Non, mais je trouve que voilà, toutes les plateformes solides qui ont été résilientes pendant les années Covid
voilà, elle cartonne et puis c'est en train de repartir. C'est juste un cycle normal, quoi. Exactement. En fait. Quoi, on les voit, hein, particulièrement sur tout ce qui touche au BNPL, factoring, financing. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi trouver son bon positionnement entre, bien évidemment, respecter ses obligations réglementaires, mais aussi continuer à être agile et prendre des risques, non pas avec la partie AML, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà. Pourquoi il n'y a aucune banque qui est capable de faire MangoPay aujourd'hui? C'est parce qu'il manque d'agilité et voilà, j'ai essayé d'ailleurs, mais et c'est la même chose pour énormément de services fintech et d'innovation B2B aujourd'hui qui ont du mal à scaler dans des environnements où le support finalement a pris, les fonctions support a pris trop de place. Voilà ce que je veux dire. Ça sera, si vous voyez pas d'inconvénient, le mot de la fin, parce qu'on est très en retard. Et si on veut garder un petit peu de networking. Merci à tous les intervenants ce matin, vous pouvez les applaudir. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup.